Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.4 du cours électricité et magnétisme. Nous allons parler ici de puissance électrique. Alors, on veut calculer la puissance fournie par une pile et aussi calculer la puissance thermique qui est dissipée par une résistance. Alors, la puissance, vous l'avez vu dans le premier cours de physique, le cours de mécanique. Donc, une puissance, c'est une quantité d'énergie par unité de temps. Hein? Puis cette quantité d'énergie-là, des fois, elle peut être générée ou elle peut être perdue. Ça dépend de la situation. Donc, une puissance, ça se donne en watts et 1 watt, c'est égal à une quantité d'énergie par seconde, donc 1 joule par seconde. Comme on a vu, une pile électrique, hein, ça fournit de l'énergie potentielle électrique selon l'équation suivante, Q fois delta V. Et puisque la puissance, c'est delta U sur delta T, variation d'énergie par intervalle de temps, ben, le delta U, je le remplace ici par Q delta V. Ça me donne ça ici. Mais là, vous voyez que Q sur delta T, ça, c'est la définition du courant. Hein? On avait dit que la quantité de charge qui passe à travers un point du circuit, ça s'appelle le courant. Fait une expression pour la puissance dissipée dans une résistance ou la puissance fournie par une source électrique, ben, ça serait donné par ça ici, I fois delta V. Il existe différentes formes de puissance. Nous, on a commencé par ça ici, P égale à I delta V. Mais la loi d'Ohm, que je vous rappelle, qui est égale à delta V égale à RI, ça, on va l'utiliser d'habitude seulement pour les résistances. Hein, parce que si j'ai une source, donc si j'ai une pile, ben ma pile, pas vraiment de résistance. On verra plus tard qu'il existe une résistance interne, mais pour le moment, une résistance, ça s'applique seulement aux résisteurs. OK? Donc, ça ici, P égale à I delta V, ça fonctionne pour les piles, mais pour les résistances aussi. Mais les deux prochaines expressions fonctionnent pour le moment seulement pour les résistances. Donc, on remplace ici le delta V par RI, donc ça va donner cette deuxième expression-là. Puis, on peut encore une fois remplacer RI ici par delta V carré. Puis là, il y a un R qui apparaît en bas, là. Mais bon, c'est trois équations totalement équivalentes qui vont donner le même résultat si on l'applique correctement, bien entendu. Donc, un peu de culture générale. On a une entreprise qui construit des ampoules de 60 watts qui sont destinées à des lampes branchées à des prises électriques domestiques québécoises de 120 volts. Les classiques prises de courant qu'on a et que vous avez tous là, à la maison. Ben, ça représente quoi, le 60 watts? Hein? Vous arrivez au magasin, puis c'est écrit 60 watts sur la boîte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça représente la puissance dégagée par l'ampoule quand elle est branchée à une source de tension électrique de 120 volts. Donc, le 120 volts est un peu pris pour acquis. Hein? C'est comme une valeur par défaut parce qu'on est au Québec. Mais qu'est-ce qui arrive? Donc, quelle serait la puissance de cette même ampoule-là si je la prends puis je l'amène en Europe? Puis en Europe, comprenons que les prises électriques domestiques, c'est 230 volts et non pas 120 volts. Fait que je prends mon ampoule du Québec, puis je l'amène en Europe et je la branche là-bas sur une prise de 230 volts. Quelle serait la nouvelle puissance de cette ampoule-là? Donc, on rappelle une des équations de la puissance. Je vais utiliser celle-là ici pour mon calcul. Donc, je vais commencer par isoler ici le R pour trouver la résistance à l'intérieur de l'ampoule. Donc, j'inverse le R et le P ici. Donc, ça me donne ça ici. Donc, commençons par les valeurs du Québec, hein, parce que l'ampoule a été produite là, pour un marché du Québec. Donc, delta V au Québec, ça, c'est 120 volts. Puis, la puissance, selon le marché québécois, c'est 60 watts. Donc, si je fais le calcul ici, ça me donne la résistance de l'ampoule. Et ça, cette résistance-là, c'est propre à l'ampoule. C'est-à-dire que c'est le matériel qu'on a utilisé pour construire l'ampoule qui me définit c'est quoi la résistance totale de mon ampoule. 240 ohms. Ça veut dire que cette ampoule-là qui a une résistance de 240 ohms, ben, que je la branche au Québec ou que je la branche en Europe, elle va toujours avoir la même résistance parce que ça dépend de son matériel. Puis son matériel, il ne change pas si je l'amène en Europe. Donc, je vais conserver cette résistance-là. Mais là, je l'amène en Europe. Fait que là, je réutilise cette équation-là, mais avec les valeurs européennes. Donc, la puissance qu'on mesurerait en Europe, ça serait la différence de potentiel que j'utilise en Europe, c'est-à-dire 230 volts dans ce cas-ci, divisé par la résistance de l'ampoule. Résistance de l'ampoule, elle, qui ne change pas. Donc, c'est 240. Si je fais le calcul, ça donne 220 watts.
Fait que comprenez que la même ampoule utilisée au Québec a une puissance de 60 watts. Mais si je l'amène en Europe, ben, elle aura une puissance presque 4 fois plus grande. Donc 220 watts à la place. Okay? Fait que le 60 watts, là, c'est pas une valeur fixe. C'est une valeur qui dépend de là où on la branche. Habituellement, ben, si on vend une ampoule au Québec, ben, c'est nécessairement pour qu'elle soit utilisée au Québec. Fait que c'est pour ça que c'est pas vraiment précisé là, d'habitude sur les boîtes là, 120 volts. Voilà. Les unités trompeuses. Encore une fois, ça, je pense que vous l'avez vu dans le premier cours de physique là, en mécanique, mais ça peut être bien de faire un retour dessus. Là. Donc, l'unité qui s'appelle le kilowatt-heure. Il y a le mot watt dedans, mais ce n'est pas une unité de puissance, c'est une unité d'énergie. Voici pourquoi. Ce qu'on appelle kilowatt-heure, en fait, si on regarde les unités, c'est 1 kilowatt fois 1 heure. Kilowatt-heure. Ça vient de là. 1 kilowatt, c'est 1000 watts. 1 heure, c'est 3600 secondes. Fait que le 1 kilowatt, c'est égal à 1000 watts, mais 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Fait qu'on fait le remplacement ici. 1 heure, ça contient 60 minutes, puis chaque minute contient 60 secondes. Donc, on fait 60 fois 60, ça donne 3600 secondes dans 1 heure. Donc là, si on fait cette multiplication-là, vous voyez que la seconde au dénominateur annule la seconde au numérateur ici. Ce qui me reste, c'est 3 600 000 joules. Donc, vous voyez, c'est des joules. Un kilowattheure, autrement dit, c'est juste une unité d'énergie. C'est une unité qui contient beaucoup d'énergie en joules. On utilise ça parce que c'est plus pratique pour compter, par exemple, la quantité d'énergie électrique qu'on consomme à la maison. Parce qu'à la maison, on peut consommer beaucoup d'électricité. Donc, c'est plus facile de compter la quantité d'électricité qu'on consomme en kilowattheure plutôt que de le compter en joules. Parce qu'en joules, c'est vraiment des gros chiffres là, qu'on consommerait. Plus rapidement, on a des appareils électroménagers à la maison qui consomment quand même beaucoup de puissance. Donc, par exemple, on a un appareil ici de 3000 watts. 3000 watts, c'est habituellement votre four électrique à la maison. C'est à peu près ça la puissance qu'il consomme. Donc, votre four de 3000 watts qui fonctionne pendant 1 heure, ben, le calcul est facile. On fait 3000 watts fois 1 heure. 3000 watts, c'est comme 3 kilowatts fois 1 heure. Donc, il consomme une énergie totale de 3 kilowattheures. Après ça, comprenez qu'au Québec, le coût de l'électricité résidentielle, là, ça, c'est une moyenne, là, le calcul est plus compliqué que ça, là, mais pour vous donner une idée, c'est à peu près 10 sous par kilowattheure. Fait que votre four électrique qui fonctionne pendant 1 heure avec une puissance de 3000 watts, il a consommé une énergie de 3 kWh. 3 kWh fois 10 sous, ça donne 30 sous. Fait que votre four ici, pendant 1 heure, il vous aura coûté 30 sous d'électricité pour faire fonctionner. C'est pas beaucoup, mais on est chanceux. Au Québec, on a l'électricité qui est vraiment très peu dispendieuse. À ce sujet, on va aller regarder une vidéo, juste parce que... encore une fois, c'est un peu de la connaissance générale, mais c'est exactement sur le sujet de la puissance et de l'énergie nécessaire pour faire rouler des appareils électroménagers. Ce que vous allez voir ici, c'est une vidéo YouTube, là, si vous voulez la retrouver après, ça s'appelle Olympic Cyclist versus Toaster, Can He Power It? Dans le fond, ce que vous allez voir ici, c'est un champion olympique de cyclisme. Vous allez voir, là, il est bien musclé, visiblement, il fait ça de sa vie, juste faire tourner le pédalier de son vélo. Et lui, on va lui demander, en pédalant, de générer de l'énergie, donc générer du courant électrique, pour faire fonctionner un grille-pain, un toaster. On va lui demander de faire griller une tranche de pain. Là, on va voir, est-ce qu'il est capable de faire fonctionner un grille-pain suffisamment longtemps pour faire griller une tranche de pain. On regarde, c'est pas très long, ça dure 3 minutes. Ready? Everything is okay with the handlebar, seat post. You
choose. Okay, guys. Okay. Everyone in positions now. We're getting ready for take. And remember that when Robert loses power, the toaster will pop up. You can feel like taste of blood in your mouth. And... Want to lie down? My legs hurt. Ja, det... Put them up. The monster is beaten. Voilà. Bon, vous l'avez vu, là. Si lui, il a donné tout ce qu'il pouvait, puis qu'il a trouvé ça difficile à ce point-là, vous l'avez vu, là, il était épuisé, il s'était tendu à terre, il a donné tout ce qu'il avait. Il a généré, pour faire griller la tranche de pain, 0.021 kWh. On a dit que le four de tantôt, là, que vous utilisez à la maison pendant 1 heure, ça a pris 3 kWh. Ça vous donne une idée que oui, le four, ça a juste coûté 30 sous d'électricité, c'est pas si pire, mais toute cette électricité-là qu'on utilise, elle est très difficile à produire. On la prend pour acquis parce que c'est facile pour nous. On rentre dans une pièce, on ouvre la lumière. Bon, facile. On a 0 effort. On branche notre téléphone dans la prise du mur pour le recharger. Facile, 0 effort. Mais toutes ces choses-là, toute cette électricité-là générée, c'est pas si simple. On est chanceux, encore une fois, au Québec, on a les infrastructures pour produire de l'électricité de façon assez efficace et peu dispendieuse. Mais c'est pas le cas partout dans le monde. Et vous voyez, ça prend des efforts considérables là, pour générer ne serait-ce qu'une petite quantité d'énergie. Voilà. OK. Donc, de retour à nos diapos, faisons un exemple ici. On va comparer l'utilisation de 2 ampoules. Bon, là, c'est des chiffres que j'ai trouvés il y a déjà quelques années. Fait que probablement que si on avait à refaire cet exercice-là, les chiffres changeraient un petit peu, mais la logique de ce qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez quand même continuer de l'appliquer, là. Fait que si vous arrivez au magasin, vous voulez acheter une ampoule, mais vous ne savez pas laquelle utiliser, il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont plus chers, qu'est-ce qu'on devrait faire pour trouver de façon raisonnable, c'est quoi l'option la moins dispendieuse? C'est ça qu'on va faire ici. On va en comparer 2. Donc, on a une ampoule à incandescence classique, là, régulière, qui consomme 40 watts avec une différence de potentiel de 120 volts, a une durée de vie de 1500 heures et elle coûte à l'unité 2,19 $. Pour comparer des pommes avec des pommes, j'ai choisi une autre ampoule qui éclaire avec la même intensité, c'est-à-dire 40 watts, mais du point de vue électrique, elle consomme, comme vous voyez ici, seulement 9 watts. Toujours sous 120 volts. Elle, par contre, elle a une durée de vie de 12 000 heures et à l'unité, elle coûte 6,50 $. Alors, sur toute la durée de vie, quelle ampoule sera l'achat le moins dispendieux? Parce que c'est sûr que si tu regardes le prix à l'unité, tout seul, ben, OK, j'aurais tendance à choisir l'ampoule et elle est beaucoup moins chère. Oui, mais attention, elle va consommer beaucoup plus d'électricité que elle, qui consomme 9 watts, et elle dure beaucoup moins longtemps qu'elle. Alors, il faut qu'on fasse le calcul. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va comparer les 2 options à chaque fois en calculant la quantité d'énergie qu'elle va consommer avec sa puissance,
Puis on va aussi ajouter à ça le coût de l'achat d'une ampoule de façon individuelle. OK, on va comparer les deux. Commençons par l'ampoule à incandescence. Son énergie consommée pendant toute sa durée de vie utile, sachant qu'elle a une durée de vie de 1500 heures et qu'elle consomme 40 watts. 40 watts en kilowatts, c'est 0.04. 0.04 kilowatts fois 1500 heures. On fait le calcul, ça donne 60 kilowattheures. Donc ça, c'est toute la quantité d'énergie qu'elle va consommer pendant sa vie. Donc le coût total de cette ampoule-là, donc l'achat, c'est 2,19, mais l'énergie qu'elle va consommer, ben, c'est 60 kWh, mais ça coûte 10 sous chaque kilowattheure si on fait des chiffrons faciles. Donc 60 fois 10 sous, ça donne au total 8,19 pour mon ampoule ici. Très bien. Allons voir ensuite l'autre option. L'autre option qui nous est vendue comme étant visiblement très éco-énergétique. Allons voir. Allons voir. Donc, son énergie consommée sur toute sa durée de vie utile, ben, elle consomme seulement 9 watts, comme c'est dit ici. Donc, 9 watts, c'est 0.009 kW, mais ça dure 12 000 heures. Fait que si on fait le calcul ici, ça donne 108 kWh. Fait qu'elle prend plus d'énergie. OK, oui, mais elle dure beaucoup plus longtemps. Fait que c'est un peu normal. OK, 108 kWh. Coût total. L'achat de l'ampoule à l'unité, c'était 6,50. Et là, je rajoute la quantité d'énergie électrique qu'elle a consommée. Donc, 108 kWh à 10 sous chacun, ça donne 17,30 $. Fait que là, on regarde ces deux chiffres-là. Ah, ben là, c'est encore clair. L'option la moins dispendieuse, c'est l'ampoule à incandescence. Oui, mais non. Parce que là, on n'est pas en train de comparer la même utilisation. Comprenez que si on veut un éclairage total de 12 000 heures, ben ça va prendre seulement une ampoule fluo compacte, donc une fois 17,30. Mais ça prendrait, pour le même 12 000 heures, 8 ampoules à incandescence, chacune coûtant 8,19. Donc, si on fait 8 fois 8,19, ça coûterait 65,50. Ah, mais là, ça vient de changer de côté. Là, soudainement, l'ampoule à incandescence est vraiment beaucoup plus dispendieuse pour la même durée de 12 000 heures que la fluo compacte. Vous voyez, c'est presque 4 fois plus dispendieux, l'ampoule à incandescence, même si, à la base, si on regardait seulement son prix d'achat à l'unité, ben, il semblait moins dispendieux. Voilà. Fait que ce calcul-là, vous pourriez le refaire, bien évidemment. Si vous avez hésité entre quelques options, ben, vous pouvez refaire ce calcul-là avec la puissance, avec la durée de vie proposée. Puis, comme ça, ben, avec votre petit calcul, éventuellement, vous allez trouver l'option la moins dispendieuse. Voilà. Dernier petit exercice. Donc, on va apprendre à calculer le rendement d'un moteur. Donc, on a un moteur électrique qui génère de l'énergie thermique à un taux de 150 watts. Lorsque la différence de potentiel entre ces bornes est de 120 volts et qu'il est traversé par un courant de 5 ampères. Je vous avais déjà expliqué quand on avait vu la résistivité là, que dans tous les fils électriques et dans tous les objets électroniques de la vie de tous les jours qu'on utilise, on essaie le moins possible d'avoir de pertes sous forme de chaleur. Parce que ça, c'est de l'énergie thermique. Donc, comprenez bien que si mon fil électrique a de la résistance, il va dissiper une partie de mon énergie électrique sous forme d'énergie thermique. De la chaleur. Mais ça, on ne veut pas ça, parce que ça fait qu'on perd de l'énergie électrique. Fait que l'énergie thermique, on veut la minimiser le plus possible. Fait que c'est pour ça qu'il y a des ingénieurs qui travaillent à augmenter le rendement d'un moteur. Augmenter le rendement, ça veut dire diminuer le plus possible la perte sous forme d'énergie thermique afin de garder le plus possible de travail utile, qu'on appelle. Donc, en supposant que toute l'énergie qui n'est pas perdue sous forme thermique est convertie en travail utile, calculer le rendement du moteur, c'est-à-dire le pourcentage d'énergie électrique qui est converti en travail utile. Bon. Il y a plein d'informations ici, mais le calcul, vous allez voir, est relativement simple. Donc, première chose, on va utiliser la puissance électrique du moteur, qui est égale à I fois delta V. Dans l'énoncé, on me dit que le moteur consomme 5 ampères sous 120 volts. Donc, ça, c'est une puissance de 600 watts. Sachant que le moteur génère de l'énergie thermique à un taux de 150 watts, ce qui était donné dans l'énoncé, ben, le travail utile correspond à la différence entre les deux. Comprenez, mon moteur il consomme 600 watts de puissance électrique, mais il en dissipe 150 sous forme d'énergie thermique, donc sous forme de chaleur. Ça, c'est de la perte qu'on ne veut pas. Fait que ce qui me reste, que je peux vraiment utiliser comme puissance, ben, c'est la différence entre les deux. Donc 600 moins 150, donc je peux utiliser 450 watts.
sur le 600 watts. Fait que ce qu'on appelle le rendement, ben, c'est juste de faire un ratio, ce que je peux réellement utiliser, divisé par la puissance que mon moteur consomme. Dans ce cas-ci, 450 divise par 600, ça donne un rendement de 75%. Ce qui est quand même assez bon, un rendement de 75%. Là. Si je compare à un moteur à combustion, donc un classique moteur à essence, c'est des rendements qui tournent plus autour de 20 à 30%. Là. Donc, un rendement de 75%, c'est vraiment beaucoup plus intéressant qu'un rendement de moteur à combustion, parce que le moteur à combustion, il brûle l'essence, puis globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il chauffe beaucoup plus qu'il produit de la force en tournant. T'sais. Fait que c'est une des raisons de pourquoi les voitures électriques sont plus efficaces. Ben, c'est ça. C'est que le moteur électrique produit beaucoup moins de chaleur que le moteur à essence. Voilà. Après ça, bien entendu, on peut aller longtemps discuter de l'impact environnemental des voitures électriques versus les voitures à essence. Il y a tout un débat autour de ça. Là. C'est pas ça le but là, ici du cours, mais c'est juste de comparer un rendement d'un moteur électrique versus un rendement de moteur à essence. Ben là, oui, il y a vraiment une différence de ce côté-là. Voilà.